Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse du deuxième épisode. Et que dire de ce deuxième épisode? Tout simplement que si la série One Piece Netflix a eu énormément de succès, c'est en très grande partie grâce à ce deuxième épisode. Pourquoi? Parce que tout simplement le personnage de Baggy, ça on va en revenir juste après, mais surtout, le deuxième épisode vient confirmer tout ce qu'on a ressenti durant le premier épisode. En gros, pour vous le faire schématiquement, souvent quand il y a des nouvelle série, on met tout le budget dans le premier épisode et après le 2, 3, 4e épisode, c'est un petit peu le soufflet qui retombe pour après finir dans une sorte de gros final qui nous dit ah ouais quand même la série était quand même assez bonne, je voudrais une deuxième saison. Pourquoi? Parce que dans notre mémoire, on a le premier épisode et le dernier épisode et tout ce qui est au milieu, on se dit ouais bof ça va, c'était quand même sympa mais sans plus. Sauf que là, le deuxième épisode vient totalement nous foutre un uppercut. Ouais, c'est Baggy qui a foutu son point et il nous prend nous spectateurs et bam! Et voilà, il a dit hey les garçons, réveillez-vous, vous allez voir cette série, c'est une véritable tuerie. Et la chose qui est vraiment excellente au-delà de Baggy, c'est qu'il y a aussi la deuxième partie du flashback Romanzon que nous on attend avec impatience, c'est-à-dire quand Shanks fait son petit coup d'impression sur le monstre marin et que le monstre marin part et qu'il a sacrifié son bras. Ça, c'est vraiment le passage emblématique de One Piece. Et on va expliquer pourquoi, parce que cette vidéo s'adresse à ceux, bien sûr, qui connaissent le manga One Piece, mais à ceux qui ne le connaissent pas. Et je vais essayer aussi, à travers cette série de vidéos, vous exprimer tout le ressenti et tout le bonheur qu'il y a en tant que fan de One Piece. Alors déjà, ce qui est vraiment excellent et c'est qu'il faut savoir, c'est que Baggy est le premier vrai antagoniste au niveau de One Piece. On a eu la première pirate qui était Alvida, qui était seulement pour montrer ce qu'était un pirate. Après, on a eu Morgan qui est très important. Pourquoi? Parce que dès le départ, Ichiro Oda dit que justement One Piece n'est pas un monde manichéen. Il n'y a pas les gentils marines qui vont poursuivre les méchants pirates. Donc on voit justement que la marine peut aussi être vraiment très méchante, avoir des mauvaises mentalités et faire subir certaines choses au niveau de la population. Et le Baggy, lui, il vient montrer qu'il est un pirate. Pirate qui, à la base, si vous n'avez pas vu ma première vidéo, eh bien c'est lui, dans le manga, qui a la carte de Grand Line. Il n'est pas à la recherche de celle-ci, mais il possède bien, contrairement à ce qu'on a ici dans cette série. Et le personnage de Baggy, il est méchant, mais il est assez clownesque. Mais c'est un gentil clown. Il se passe quelques trucs par rapport à son visage, encore une fois, dans le manga. Mais il n'a pas ce côté sombre. Et le côté sombre qu'on a dans cette série Netflix vient montrer une sorte de folie très bien retranscrite. On sait qu'il y a une histoire entre Baggy et Shanks que nous on apprend justement plus tard, mais là on sent qu'il y a une haine de Baggy envers Shanks et on comprend pourquoi. J'en dis pas plus, vous découvrirez si vous voulez vous lancer dans la série animée ou tout simplement dans le manga. Et le Baggy qu'on a, c'est vraiment un pirate qu'on a absolument rien à faire de la population. Et ça, c'est l'une des très grosses différences qu'on peut avoir au niveau du manga, parce qu'encore une fois, le manga et l'anime, Baggy, c'est un pirate, certes, il détruit une partie de la ville, certes, mais il n'est pas méchant avec la population. Et là, ici, on sent vraiment que les pirates sont là vraiment parce que ce sont des pirates et ils en ont rien à foutre. L'idée de créer un chapiteau et de forcer les gens à rire à ces blagues, c'est un truc absolument de dingue. Moi, ça m'a foutu sur le cul et je me suis dit, mais c'est une idée de génie. Et l'acteur qui fait Baggy, alors je ne connaissais pas, j'ai pas regardé, je sais qu'il a fait un rôle par rapport à une série justement Marvel. Moi personnellement, je ne connaissais pas, mais il tient le Baggy, mais tellement bien, et il m'a fait adorer le personnage de Baggy. Et c'est peut-être ça l'un des grands dangers, parce que je lis beaucoup de choses en ce moment sur les réseaux où il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se lancer dans l'aventure One Piece après avoir regardé plutôt la série Netflix. Eh bien, ça va leur faire bizarre. Ça va leur faire très bizarre, parce que le Baggy
s'il y en a certains qui disent « Oh putain, j'ai adoré, j'ai kiffé » parce que Baggy, on le retrouvera plus tard, hein, sans faire trop de spoil. Il y a vraiment toute une mise en scène autour de lui. Le personnage, il est vraiment hyper délirant. Franchement, c'est un gros kiff, sûrement l'un des meilleurs persos au niveau de cette série animée. Le Baggy qu'ils vont retrouver après dans la série animée ou dans le manga, il y en a certains, ça va pas leur faire plaisir et ils vont totalement décrocher. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Donc ça, personnellement, j'ai franchement adoré. On va faire aussi un petit parallèle, encore une fois, avec le manga. Dans le manga, il y a Merge, le mec qui a le panneau qui fait justement applaudissez, rigolez. Et bien à un moment, Baggy va le voir pour lui dire il est où le lion qui doit chanter et danser? Et bien, il y a un lion dans le manga. C'est aussi pour ça qu'il y a ça. Donc ça, encore une fois, ils l'ont pas mis parce que je pense que ça aurait été trop dur au niveau des effets spéciaux. Donc ils ont choisi cette petite pirouette. Gabaji, qui est un autre lieutenant, le mec qui est justement sur ce monocycle et qui parle à Zoro et qui a cette différence, cette histoire avec Zoro. Ça, on ne l'a pas dans le manga. Et petite histoire aussi qui est vraiment très importante. Je vous donne quelques petites choses ici. Eh bien, il faut savoir qu'au tout départ, lorsque Eiichiro Oda a eu en tête One Piece, eh bien Zoro devait faire partie de l'équipage de Baggy et c'est une fois la défaite de celui-ci qu'il venait rejoindre tout simplement l'équipage des Mugiwara. C'était une sorte de Piccolo, une sorte de Vegeta pour faire un petit parallèle par rapport à Dragon Ball. L'action est vraiment centré dans cette série sur le chapiteau, sur vraiment toute cette atmosphère un petit peu de cirque, chose qu'on ne trouve pas du tout dans le manga. Il y a aussi un chapiteau, mais le chapiteau est seulement que sur le bateau. Je trouve ça vraiment bizarre. J'aurais bien aimé qu'ils fassent ça vraiment sur le bateau, qu'ils aient pas fait le bateau de Baggy. Je trouve que c'est dommage parce que le bateau de Baggy, il avait vraiment une belle gueule. Le reste de l'équipage est très bien aussi retranscrit. On va parler aussi de la relation qu'il y a aussi avec Nami qui est vraiment très bonne parce qu'à un moment, on sent qu'elle fait pas encore partie de cet équipage, qui avait encore une fois l'utilisé pour avoir la carte, et à un moment, quand elle prend le chapeau, qu'elle le jette et qu'elle part, eh bien elle part et elle se retrouve face à une ville qui a été totalement détruite. La ville a été totalement détruite, sûrement à cause de la Baggy Ball qu'on ne voit pas, parce qu'il faut savoir que Baggy aime beaucoup aussi utiliser des armes avec des canons, et il crée la Baggy Ball qui est un gros boulet de canon qui va exploser et qui va tout détruire. Et quand on la voit justement être à genoux et être comment dire, attristé, je sais pas, c'est vraiment à perdre tout ce qu'elle est, elle a vraiment énormément d'émotions quand elle voit cette ville qui est détruite. Et bien cette relation, pourquoi elle réagit comme ça, et pourquoi aussi tout au long de l'histoire elle déteste les pirates, on va vraiment l'apprendre plus tard. Et ça, encore une fois, je trouve que c'est très bien fait. Pourquoi? Parce que nous qui connaissons le manga, c'est vraiment la Nami qu'on connaît par rapport au manga, et vous qui ne connaissez pas encore vraiment cette série animée, vous allez voir cette scène là, et si vous regardez une deuxième fois, et normalement vous pourrez le faire dans quelques temps, revoir encore une fois cette série Netflix, et bien vous comprendrez certaines relations et certaines émotions que véhicule justement Nami. Ça, c'était pour Nami. L'autre partie au niveau de Zoro, j'ai beaucoup apprécié Zoro. Pourquoi? Parce que le Zoro que l'on a, c'est vraiment un Zoro qui commence à prendre conscience que ça sert à rien qu'il reste tout seul, et qu'il peut rester quelqu'un d'autre, et qu'il peut avoir confiance en lui, et qu'il peut... Il a aucun doute qu'il va atteindre son rêve, mais il peut aller au-delà de son rêve. Et j'ai beaucoup aimé la conversation qu'il y a eu avec Nami, comme quoi que Nami, c'est la chatte voleuse, elle allait seulement que pour sa gueule, et que Zoro commence à avoir vraiment une vision d'équipage, et vraiment peut-être prendre en compte son futur rôle de bras droit. Et j'ai vraiment adoré ce passage. Baggy, bah voilà, le Baggy, les effets spéciaux au niveau de Baggy, très bonne idée. Et ce que j'ai surtout adoré, c'est les petits passages de flashback qui ont été mis à différents moments, et la mise en scène de celle-ci. Il y a une chose que j'avais pas du tout percutée, et c'est Madame le Doc qui me l'a fait percuter, c'est tout simplement le moment où il est mis dans une sorte de cage, Luffy en verre.
sarcophage en verre où il y a de l'eau qui tombe. Moi, j'avais pas percuté que c'est un élément qui est présent au niveau des cirques. Il faut savoir qu'à des moments, il y avait des tours de magie et il y avait justement des personnes qui étaient attachées là-dedans et qui devaient sortir, qui devaient enlever des cadenas pour pouvoir sortir de l'eau. Et ça, bah, j'avais pas du tout percuté. Et la relation qu'il y a entre le Luffy qui se noie et le flashback par rapport aux fruits du monde, par rapport à Iguma, franchement excellent. La mise en scène de Luffy qui veut faire son point, la transposition justement de l'explication de ce que c'est les fruits du démon et de ce que ça importe par rapport à Makino. Franchement, je trouve que c'est très bien fait, même si la Makino qui est présente, et c'est ça qui est con, parce que je suis en train de gueuler sur tous les réseaux de dire c'est une adaptation, donc le personnage que l'on a dans l'adaptation ne doit pas être obligatoirement hyper fidèle comme dans le manga. Et bien là, pour Makino, il y a vraiment quelque chose qui manque, parce que la Makino qu'on a ici, je trouve qu'elle n'est pas assez proche de Luffy, contrairement à ce qu'on a dans le manga où c'est plus la grande sœur, parce que Makino, faut savoir qu'elle a à peu près, je crois qu'elle doit avoir 14-16 ans au niveau du manga, et elle a déjà son bar, et je trouve qu'il manque quelque chose. Au niveau de Makino, il manque quelque chose. Ben Beckman au niveau du combat, parce que là on est dans le flashback, Ben Beckman, bah, c'est une catastrophe totale. Voilà, Ben Beckman, pourquoi je dis une catastrophe totale? Parce que c'est un mec qui est censé avoir un charisme de bâtard. Voilà, c'est un Zoro. Ben Beckman, c'est un Zoro. Et bien là, ici, on dirait que c'est un catcheur. Il y a quelque chose qui va pas. Et le combat qu'il y a, justement, contre les bandits d'Iguma, ça colle pas du tout. Il y a Yasop qui fait un super boulot, mais Lukiro, encore une fois, j'ai rien contre lui du fait qu'il soit noir. Il peut être noir, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous direz que c'est complètement débile. Je gueule par rapport à Makino juste avant, parce qu'elle est juste plus vieille que le personnage. Et d'un autre côté, tu as Lukiro qui est censé être blanc dans le manga et il est noir dans l'anime. Et moi, je dis, dans la série, je dis que ça me dérange pas. Vous voyez, hein, je pense qu'il y a vraiment le fait que je me suis énormément attaché à Makino. Le Yasop, comme je l'ai dit juste avant, le Yasop, lui, il est absolument fantastique. Et le Shanks, il est extraordinaire. Encore une fois, durant l'avant-première, il n'y a pas eu un seul bruit dans la salle de cinéma quand il fait justement son haki. Ah, j'allais faire un spoil. Quand il fait cette technique au niveau de l'œil pour intimider le monstre marin, bah pareil, il est pas il y a des mouvements qui sont un petit peu bizarres, mais globalement, mais putain, il y a vraiment cette impression. Et encore une fois, au cinéma, quand le monstre il hurle dans les enceintes, c'était un truc absolument de malade. Et bref, j'ai vraiment adoré ce passage, le fait qu'il perde son bras, que c'est bien retranscrit, les larmes de Luffy, ça m'a énormément ému, et le passage justement quand il lui remet le chapeau, c'était pas pareil, c'était absolument génial. Et le final qu'on a avec... Alors ça aussi c'est vraiment très important, ça j'ai adoré, et je fais beaucoup de parallèles entre le manga justement et la série. Tous les attaques finales qu'il y a eu de Luffy par rapport aux méchants, que ce soit Alvida, Morgan et la Baggy, c'est exactement ce que l'on a dans le manga. Et le mini Baggy au final, il est absolument dingue, le fait que ça soit Luffy qui je trouve l'idée pour Baggy, ça fait un petit peu bizarre, parce que c'est pas lui qui est censé faire ça, parce que lui il a pas, c'est méchant ce que je vais dire, mais il a pas l'intelligence pour faire ça au départ. Au départ il combat avec son cœur, il débarque comme ça et il réfléchit pas, il y va à l'instinct. Et là c'était dans qu'on s'appelle dans la série, c'est plus dans le manga, c'est plus Nami qui va tout ficeler, etc. Donc voilà, petit truc qui va faire un tout petit peu bizarre, mais cette relation, le parallèle qu'il y a avec cette pluie, cette eau qu'il a sur lui, de dire que tout comme Shanks il dit tu peux renverser de l'alcool sur moi mais tu touches pas à mes amis, et lui il dit tu peux verser de l'eau de mer sur moi mais tu ne touches pas à mes amis. C'est génial, encore une fois, les effets spéciaux. Le fait que ça soit énormément sombre aussi. Il y en a beaucoup qui disent que c'est sombre pour justement cacher les défauts des effets spéciaux. Moi, je trouve pas du tout. C'est vraiment pour mettre une ambiance. Il y a vraiment les lampadaires. Les projecteurs, tout comme dans un truc de cirque, ça fait partie de l'atmosphère. C'est une personne à part entière du cirque. Les projecteurs, et je trouve que les effets de lumière sur Baggy sont excellents. L'humour qui décale, le geste, les temps morts. Au niveau des blagues souvent qu'il fait, je trouve que les blagues qu'il fait ont un super timing. On est à des années-lumière de ce qu'il y a au niveau de Marvel. Ça vient rajouter même une
une profondeur, franchement, au personnage, quand il prend le gamin et qu'il le fait rigoler, c'est un truc absolument de dingue, les villageois, etc. Même les villageois qui jouent, on sent leur détresse. Franchement, j'ai été totalement sur le cul. Bref, ce premier épisode qu'on a fait la critique analyse précédemment et ce deuxième épisode sont une pure réussite. Pour que cette série puisse fonctionner, il faut absolument que le troisième et le quatrième épisode soient exactement dans la même veine. Parce que oui, le troisième et le quatrième épisode, je vais faire seulement qu'une seule critique parce que c'est l'arc Kuro avec justement l'arrivée du petit Usopp qui est là, donc il faut absolument que ça soit une réussite et on va voir justement dans la prochaine critique analyse si c'est une réussite ou pas. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette critique analyse. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, pas autour de vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, la série Netflix, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.